J'ai déjà eu le plaisir d'interviewer mon ami Ilona Kovacs, voici 2 jours, ici à Budapest, en Hongrie. Donc il ne me sera pas nécessaire de la présenter longuement. Je rappellerai simplement qu'elle est professeure de littérature française à l'université de Szeged, et qu'elle est spécialiste donc plus particulièrement des XVIIIe ou XIXe siècles. Et comme on va le voir, elle a déployé une énergie considérable dans le courant de sa carrière professionnelle pour faire connaître, mieux connaître en tout cas, un certain nombre d'auteurs français qui écrivaient en français, en tout cas du XVIIIe et du XIXe siècle en Hongrie. Le propos d'aujourd'hui va porter sur Sade ou la traduction comme médiation. Autrement dit, Sade, qui va être le point de départ de notre propos, de notre échange, va servir en fait un petit peu de prétexte pour expliquer en fait quels sont les problèmes qui se posent aux traducteurs lorsqu'il s'agit d'être un médiateur entre des cultures différentes. Bonjour donc chère Ilona. Bonjour. Et je vais aborder tout de suite le propos en te posant une première question. On montrera au fur et à mesure de l'entretien un certain nombre d'ouvrages que tu as traduits, édités et commentés. La première question va donc poser sur la réception du Marquis de Sade en Hongrie. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Je vais peut-être montrer à titre d'exemple deux ouvrages que tu as publiés sur le... Ici c'est le Marquis Casanova et d'autres. Tu pourrais traduire le titre? Tout à fait. C'est des dilettantes en littérature et c'est un recueil d'études là que j'avais faite sur des auteurs enfin qui étaient ou bien pratiquement inconnus dans la littérature hongroise, et pour les lecteurs, disons, hungarophones qui ne maîtrisaient pas le français ou d'autres langues non plus, et que là, j'avais réuni donc mes travaux sur le Marquis de Sade, sur Eugène Sue, sur Casanova et d'autres auteurs comme Crébillon fils, enfin, aussi. Parce que j'avais travaillé sur des auteurs enfin, qui n'étaient pas connus pour un lecteur moyen, disons, qui ne maîtrisait pas le français. Et le Marquis de Sade en est l'exemple emblématique. Et alors je vais peut-être montrer aussi 2 autres ouvrages consacrés donc, au Marquis de Sade. Alors je te propose d'en donner la traduction du titre. Exactement. Parce que je tiens le livre donc. Oui, donc ça c'est un choix de texte que j'avais fait et du corpus de tous les écrits du Sade, du Marquis de Sade, donc des journaux, des écrits comme par exemple là une idée sur les romans, et puis aussi des lettres, la correspondance. Donc j'avais fait un choix représentatif, à mon sens en tout cas, de ces années qui étaient presque la moitié de sa vie là, passée en prison, et montrer comment il est devenu en fait écrivain là, justement dans la captivité, et puis après comment cela a transformé complètement sa pensée et ses écrits dans ces cellules, enfin, parce qu'il avait fait toutes les prisons là, de l'Ancien Régime et de l'époque napoléonienne également. Et j'avais commenté parce que j'avais fait des notes et puis une grande postface, une étude là-dessus, comment le renfermement et la captivité, ça engendre là des intentions d'écrivain. Et là, c'est pour présenter aussi un peu le profil du Marquis de Sade, qui est vraiment inconnu et tout à fait obscur là chez nous. Et alors, je voudrais montrer un dernier ouvrage que j'ai devant les yeux, qui est dû à tes soins, enfin l'édition est due à tes soins, et la traduction aussi. C'est la philosophie dans le boudoir. La philosophie dans le boudoir.
que je montre ici. C'est ça. Ça, c'est la deuxième édition d'ailleurs, parce que là, c'était le premier ouvrage sadien, pour ainsi dire, que j'avais traduit. Et pour enfin, donner une idée là, au lecteur hongrois d'un personnage enfin, qui était archi connu, dont on parlait, qui avait engendré des légendes là, dans cette région d'Europe centrale, mais on n'avait pas accès à ces œuvres, justement parce qu'on peut dire vraiment que le Marquis de Sade, c'est l'auteur le plus censuré là, dans cette région. En Hongrie, en tout cas, c'est le cas. Eh bien, c'est l'occasion de vraiment de creuser cet aspect donc, de cette première question, la réception du Marquis de Sade en Hongrie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus maintenant? Bien sûr. Donc, déjà, je commencerai par dire que c'est une non-réception. Ça veut dire que les légendes, la réputation sulfureuse là, du marquis, ça s'est fait vraiment par les rumeurs, par les qu'en dira-t-on, par les nouvelles enfin, qui sont arrivées, sans qu'on connaisse vraiment l'auteur, parce qu'il n'y avait pas de texte traduit du Marquis de Sade, ou pratiquement quelques petits extraits vraiment, avant 1989. Ce qui est quand même assez, tout à fait surprenant. Ça veut dire que là, tout le monde a entendu parler ici, là, de sadisme, des sadiens, enfin, ça a été même exprimé sous la formule sadomasochisme, etc. Parce que Zachar Mazor ou Zachar Mazor est aussi enfin, un écrivain qui était connu, viennois, tout à fait, qui était connu, mais de réputation. Ça veut dire que le sadisme, pour ainsi dire, et il faut mettre à part dans ce domaine-là les aristocrates et les intellectuels qui étaient francophones au XVIIIe et au XIXe siècle et qui pouvaient avoir, mais par des voies d'ailleurs tout à fait sournoises, pouvaient avoir commandé les œuvres du Marquis de Sade, parce que dans les bibliothèques seigneuriales, on a les inventaires pour certaines, et là on voit qu'il y a Laclos, il y a le Marquis de Sade et d'autres auteurs, enfin complètement interdits, qui tombaient là sous les interdictions là, de la censure, mais que certains aristocrates, par exemple, pouvaient avoir, parce qu'il y avait des commandes qu'on pouvait passer par Vienne, et qui arrivaient par exemple, enfin, mais ça c'est vraiment à titre d'exemple, que c'était dans des boîtes ou des cartons à double fond, où il y avait des bouteilles de vin, et puis dans le fond, caché, il y avait des ouvrages. C'est donc un petit peu l'équivalent de l'enfer de la Bibliothèque nationale, que c'est double fond. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Donc c'est à double fond, et aussi il faut dire que là, l'enfer de la Bibliothèque nationale, ici, ça avait subsisté jusqu'en 1989. Et moi, j'y suis allée travailler avec mes auteurs, donc Rébillon Fils. J'avais traduit aussi Thérèse Philosophe, par exemple, enfin, qui est anonyme. Enfin, il y a des attributions, mais c'est une thématique enfin, trop complexe pour l'aborder ici. Donc, j'y suis allée et j'avais constaté sur place que c'était d'un point de vue politique et du point de vue érotique ou pornographique que la censure avait sélectionné des ouvrages. Et il y a par exemple un cas tout à fait particulier pour Félix Saltan, qui est un auteur de la monarchie austro-hongroise, et on connaît très bien enfin son ouvrage sur la petite biche Bambi, et qui était aussi, enfin qui est tombé sous l'interdiction pendant un certain temps, parce que le même auteur avait rédigé les mémoires d'une petite prostituée de Vienne. Et donc ainsi, il était interdit dans la totalité. Et quand j'y suis allée, j'ai vu qu'il y avait une journaliste, par exemple, qui travaillait sur les journaux de l'époque des fascistes hongrois des Croix fléchées, mais que dans l'inventaire des ouvrages interdits, il y avait
tous les textes de Félix Saltin à cause de ses mémoires de la jeune prostituée jugée pornographique. Donc, oui. C'est ça. Tu souhaitais ajouter quelque chose encore sur la réception du Marquis de Sade? Tout à fait. Donc c'est une non-réception là qui pendant à peu près 2 siècles là se fait par la réputation, par les candidatons, par la bouche à oreille, et ça fait une légende incroyable. Donc tout le monde emploie là l'adjectif sadien ou sadomasochiste, etc., sans connaître les textes. Et disons que là, quand il y avait quand même la fin du socialisme, enfin de l'époque dite socialiste, il y avait un relâchement de la censure et tout. Donc dans les années 80, on pouvait déjà publier des choses enfin qui étaient absolument interdites auparavant. Et que, puisque j'étais débutante là à l'époque, j'avais fait une traduction de la Philosophie dans le boudoir, qui est un texte fondamental, enfin pour ainsi dire, et didactique même là du Marquis. Et quand j'avais la traduction toute faite, donc tout un tapuscrit, et là j'avais fait le tour de toutes les maisons d'édition, enfin qui étaient plausibles et qui existaient là sous le socialisme aussi. Et je peux dire en règle générale, la réaction c'était « Oh là là, qu'est-ce que c'est intéressant !» Qu'est-ce qu'on aimerait publier ça? Mais personne n'a osé. Donc il n'y avait pas seulement la maison d'édition là qui était spécialisée dans la traduction d'auteurs étrangers comme Europa, donc la maison d'édition Europe, mais les autres aussi, enfin, qui étaient tout à fait intéressés, mais sans le courage. Et pourquoi? Là, ça c'est important à préciser, c'est que la censure n'était pas explicite ici. C'était tout à fait une censure, enfin passée sous silence, mais ça voulait dire que les directeurs de toutes les maisons d'édition étaient personnellement responsables pour toutes les publications enfin, qu'ils avaient autorisées. Et ça veut dire que c'est eux qui allaient en prison ou qui étaient virés, là au cas où l'ouvrage en question, qu'il s'agisse par exemple d'un essai politique ou d'une traduction d'un texte sadien, donc qui était tenu pour responsable, et ça faisait dire qu'il n'avait pas le courage enfin de risquer une carrière, une existence là, pour oser publier des choses enfin dont on pouvait savoir que ça dépassait, ou bien c'était tout à fait flou. Parce que là tout le monde essayait de voir quelles sont les limites non définies par la loi, non définies par une pratique, et que ça a engendré là des pratiques tout à fait perverses, il faut le dire. Parce que là, il y avait dans le parti aussi, dans le Parti socialiste à l'époque, des gens enfin qui auraient voulu pousser un peu ces limites. Donc. Oui, mais on dit socialiste. Oui, mais pour qu'il n'y ait pas de confusion avec les partis socialistes d'Europe occidentale, tout à fait. Préciser. Mais ça, c'était le successeur du Parti communiste, mais déjà à l'époque socialiste. Ah oui, d'accord. Donc sous Kadar, ça c'était le MSMP, c'était le Parti socialiste des ouvriers et des paysans. C'est ça. Et donc là, par exemple, des ouvrages sur des martyrs là, du mouvement, comme Imre Nagy, qui était le chef de la révolution de 1956, là, la biographie a été faite, et donc les hésitations à l'intérieur du parti, et même là, au plus haut degré aussi, ça faisait qu'on laissait imprimer aussi des ouvrages dont on n'était pas sûr qu'ils pouvaient sortir après, et même il y avait des étapes successives, ce qui voulait dire dans la réalité que par exemple sur ces biographies enfin, de personnages vraiment remises en question et très problématiques, là, donc, il y avait les monographies ou les essais ou les études qui ont été rédigées, imprimées après et même parfois livrées en librairie. Mais au moment de l'arrivée en librairie, il pouvait y avoir une interdiction qui est tombée,
Et dans ce cas-là, on devait retirer. Mais puisque ça s'est arrivé tôt ou tard, c'était aussi tout à fait flou, il y a eu beaucoup d'exemplaires qui passaient pour être vendus ou non retrouvés, etc. Donc il y avait beaucoup d'exemplaires, et parfois vraiment en grand nombre aussi, qui circulaient après l'interdiction de l'ouvrage et la reprise de tous les exemplaires qui se trouvaient encore en librairie. Donc c'était un peu comme dans les contes folkloriques, que l'ouvrage était imprimé et publié, et pas publié en fait, parce que la diffusion a été arrêtée à un certain moment où c'était pas tout à fait contrôlable. Donc c'est à cette époque-là, donc à la fin des années 80, que moi j'ai fait le tour des maisons d'édition avec mon manuscrit tapuscrit, et finalement j'ai signé un contrat à la fin de 1988, et c'était tout à fait la veille là du changement de régime et tout, mais on ne pouvait pas prévoir. Donc j'ai signé le contrat en novembre pour rien du tout, avec un éditeur qui était obscur, parce qu'il y avait un écrivain qui travaillait dans cette maison d'édition qui voulait absolument promouvoir la publication du Marquis de Sade. Et puis le 1er janvier, l'institution, l'établissement, enfin, qui était censé surveiller toutes les publications, a été supprimée. Et j'aurais pu, enfin, c'est l'écrivain là, donc, qui m'a aidé à publier cette traduction. C'était, tu aurais pu mettre aux enchères maintenant là, le même tapuscrit. Oui, c'est ça. Que j'avais vendu pour rien pratiquement, en plus, et c'était une maison d'édition obscure qui a fait un livre un livre sous une forme tout à fait vulgaire, là, donc mise sous nylon, etc. Et donc, au printemps de 1989, j'avais rencontré pour la première fois ma traduction sur un marché dans mon quartier, qui était vendu comme une sorte de fruit défendu. J'aurais attendu encore 2-3 mois que j'aurais pu enfin retourner là dans les maisons d'édition officielles et tout à fait professionnelles. Mais bon, ce n'était pas le cas. On ne pouvait pas prévoir, et il faut dire que là, ça s'est épuisé en quelques mois. Mais après, enfin, tous les ouvrages politiques ou jugés pornographiques ou érotiques, là, on amortisé, pour ainsi dire, enfin, leur réputation et leur attrait. Donc, au bout d'1 an ou de 2 ans, on ne pouvait plus vendre là, ce genre d'ouvrage parce qu'il y avait une déception. C'est ça. Ça veut dire que c'était trop philosophique, en quelque sorte. Bon, il y avait quelque chose de pornographique ou d'érotique aussi, là, par exemple, dans cet ouvrage du Marquis, donc La philosophie dans le boudoir, mais c'était pas ça, c'était pas un ouvrage, enfin, carrément pornographique. Donc, après, là, tout ça, les œuvres sur le goulag, les textes sadiens et tout ça, ça s'est devenu invendable assez vite. On a épuisé le marché. Je te remercie pour cette première réponse. Ça me fait penser un petit peu quand même à ce qui s'est passé juste dans l'Église catholique jusque dans les années 60, où il y avait toujours l'index. Comment dirais-je, c'était Index Librorum Prohibitorum, hein, c'est-à-dire l'index, la liste des livres interdits. Et j'ai trouvé dans un... je ne sais plus, c'était un petit livre, mais qui n'avait vraiment rien d'aussi sulfureux que le Marquis. Je me souviens d'avoir trouvé, non, c'était dans un missel de mon grand-père, qui datait des années 30, et où il y avait une lettre de mon grand-père avec la réponse de l'évêque de Namur, l'évêque catholique de Namur en Belgique,
dans laquelle donc, mon grand-père demandait l'autorisation de lire, je crois que c'était Victor Hugo, mais un écrit qui n'avait vraiment rien de sulfureux, et l'évêque lui avait donné l'autorisation de pouvoir lire ce livre de Victor Hugo, mais c'est quand même un petit peu fou, pour moi qui suis quand même un libertaire, de penser que mon propre grand-père avait demandé l'autorisation à une époque où il y avait encore donc l'imprimatur, le nihil obstat, donc que ce livre soit imprimé, que rien n'empêche, parce qu'il y avait 3 étapes. Enfin, ça m'a rappelé des souvenirs. Je te propose de passer maintenant à une seconde question qui concerne d'autres traductions que tu as pu faire et les problèmes que ça t'a posé. Peut-être cela concerne-t-il d'ailleurs des livres qui se trouvent devant nous ici. C'est ça. Donc il y a par exemple là tout le libertinage, enfin qui m'a toujours intéressée. Et là j'ouvre une petite parenthèse pour dire que je me suis intéressée pour des raisons personnelles et politiques aussi à tous les ouvrages interdits. Donc déjà, enfin, le fait de ne pas pouvoir accéder à certains auteurs et à certains textes, là, ça a éveillé ma curiosité. Et donc j'en suis venue aussi là au Sofa de Crébillon-Fils. Et je temps, mais ça c'est aussi le XVIIIe siècle. C'est de la, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et qui est un ouvrage tout à fait rococo là, point de vue style. Et c'est un auteur également, enfin, qui était complètement inconnu. Et puis il y a d'autres ouvrages, mais là c'était pas tout à fait l'interdiction, enfin, qui m'a poussée à m'intéresser à l'auteur et aux ouvrages, mais j'ai fait aussi, enfin pour George Sand, un choix de texte là, puisé dans ses mémoires, intitulé L'histoire de ma vie, dans sa correspondance volumineuse, incroyable, et puis dans des textes qui sont magnifiques, et comme par exemple les lettres d'un voyageur, ou enfin plusieurs qui ne sont pas très connus. Et là, ça c'était un autre point de vue. Et ça veut dire qu'en tant que femme, et puis ayant mené une vie scandaleuse, entre guillemets, c'était un auteur qui était sous-estimé, et peut-être qu'elle est encore dans certains milieux toujours sous-estimée, parce qu'elle était femme. Et je ne suis pas féministe, enfin, au sens propre là, du mot, mais je voulais un peu montrer que c'était un écrivain très intéressant, mais vraiment, mais même du point de vue littéraire, vraiment, elle mérite enfin d'être lue et étudiée. Et donc j'ai proposé ça à des éditeurs, et puis ça s'est sorti, et c'est ça aussi, enfin, un livre qui est épuisé. Donc, pour ainsi dire, là, je me suis toujours intéressée à des écrivains marginaux, dans un certain sens, pardon, puisque je trouve qu'il y a vraiment, enfin, et Casanova, dont on a parlé à une autre occasion, donc auparavant, là, c'est aussi un écrivain qui était absolument méprisé en tant qu'auteur, écrivain, puisqu'il était escroc, aventurier, pas aristocrate, etc. Donc il y a les femmes, les aventuriers, il y a des catégories qui pouvaient écrire des ouvrages tout à fait intéressants et de très grande valeur littéraire et artistique, mais enfin pour d'autres raisons qui sont tout à fait enfin hors littérature ou extérieures là, à l'esthétique, là, ont été vraiment dévalorisés. Donc, ils ne figuraient pas pendant longtemps dans les manuels d'histoire littéraire, ne pouvaient pas figurer dans les manuels scolaires, ou qui n'étaient même pas, par exemple, des sujets de dissertation, de mémoire de maîtrise ou de thèse de doctorat pendant longtemps, pour des raisons tout à fait étrangères là, à l'esthétique. Mais par contre, tu t'es quand même intéressé à un personnage qui, lui, n'appartient pas aux catégories
que tu viens d'énoncer, c'est-à-dire un personnage très connu en Hongrie. C'était en début de ta carrière, si je puis dire. Et donc, tu n'étais peut-être pas tout à fait libre de tes choix, parce que tu travaillais avec Béla Köpeci, qui est quand même un personnage... Un ministre de la Culture, et à la fois professeur. Et dans un contexte qui n'est plus le contexte, qui n'était pas du tout le contexte actuel. Donc, je peux peut-être montrer... Ah, mais je vais peut-être le montrer sous sa traduction française à l'arrière, parce qu'il y en a arrière, voilà. Voilà, parce que comme ça, on comprendra mieux. Voilà. Donc, peux-tu nous dire un petit mot de cet auteur qui n'est pas, enfin de ce personnage important, bien sûr, dans l'histoire politique de l'histoire de la Hongrie, mais qui est quand même moins connu, on peut le dire, et c'est dommage, en Europe occidentale. Et le travail de traduction qui s'est posé, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. Le travail mais de alors traduction. là, moi j'ai publié les manuscrits. Donc j'ai revu les éditions et la traduction qui a déjà été faite. Parce que François de Rákóczi a été un chef de guerre d'indépendance menée contre les Habsbourg entre 1703 et 1711. Et donc il a été un peu glorifié comme héros national, bien que cette guerre d'indépendance, comme tant d'autres, ait été un échec. Et alors là, ça c'est une autre problématique très complexe là, à laquelle j'ai dû faire face, c'est que la traduction déforme en quelque sorte l'ouvrage lui-même. Pardon. Donc il s'agit là d'une traduction qui a été faite par un écrivain excellent, mais donc le texte déforme, pour ainsi dire, les intentions de l'auteur, parce qu'il s'agit là des mémoires de François de Rákóczi sur son activité militaire et politique, et diplomatique d'ailleurs, qu'il juge tout à fait ratée dans ce texte-là. Donc, dans la traduction, il s'est donné enfin comme une... Donc le traducteur, consciemment ou pas, là, ça c'est encore une question très complexe et discutable. Donc, si vous voulez, il a relevé le niveau, là, par exemple, des troupes de Rákóczi, enfin, qu'il montre, et tout à fait par un vocabulaire militaire, qu'il n'était pas censé connaître, parce que c'était un poète et écrivain, et pas du tout un spécialiste là, de l'art militaire. Donc, il emploie un vocabulaire, par exemple, qui donne ces troupes-là, qui n'étaient pas régulières. Ce n'était pas une armée face à une armée des Habsbourg, enfin, qui était bien organisée et d'un niveau tout à fait professionnel. Donc il parle, par exemple, là, de ces Kuruts, là, enfin, c'était le nom de ces gens-là, comme si ça avait été une armée. Tandis que lui-même, dans les manuscrits, il parle de mes troupes qui se débandèrent à chaque occasion, etc. Il n'y avait pas de ravitaillement organisé, etc. Et tout ça, ça disparaît là, dans cette traduction que je n'avais pas faite, mais j'avais étudié la problématique là, du point de vue de la traduction, qui est une sorte de médiation entre non seulement des cultures différentes, comme dans mon cas en particulier, c'est la culture hongroise et française, mais dans ce cas-là, c'était à l'intérieur de la même culture. Donc pour garder l'auréole là, du prince Rákóczi, qui était quelqu'un de très honnête et avec les meilleures intentions du monde, mais qui s'est senti une vocation là de mener une guerre d'indépendance sans avoir les capacités et le talent diplomatique et militaire, enfin il le reconnaît lui-même. Et donc dans cette traduction de ses mémoires qui ont été rédigées en français et destinées à un public européen de l'époque, là, donc lui, il a fait disparaître tout un aspect fondamental de sa guerre qui aurait nui à sa réputation de héros national. Et donc là j'ai toujours milité et j'ai toujours lutté d'ailleurs pour une retraduction là, de ce texte, mais jusque-là sans succès. Donc personne ne veut revoir. Et en même temps, c'est une œuvre qui est très importante là, dans l'historiographie, etc.,
mais qui n'est pas authentique dans cette traduction comme source documentaire, puisque la traduction est mauvaise. Donc, pas mauvaise, mais manipulée, pour ainsi dire. Je te remercie pour cette seconde réponse, mais comme je vois que tu souffres de la voix ce matin, et sans vouloir chercher à faire un jeu de mots douteux, je ne voudrais donc pas être sadique, et par conséquent, je te propose de répondre brièvement à cette question qui est fondamentale, bien entendu, qui est celle maintenant de la médiation, de la traduction comme médiation entre des cultures différentes. Donc, je te permets, enfin, de toute façon, tu es libre ici, mais tu peux être brève vers l'essentiel pour éviter que tu ne termines la journée à faune. Tout à fait, voilà. Merci bien. Donc, le Marquis de Sade est l'exemple emblématique là, pour cette question-là, parce qu'il s'agit de libertinage, enfin, qui est un mouvement philosophique au XVIe siècle, complètement athée et très radical là, dans ses vues sur la théologie catholique et officialisée au sein de l'Église. Donc, il s'agit là d'un mouvement philosophique qui n'était connu que par les aristocrates, qui pouvaient se permettre donc de commander par ces méthodes sournoises, là, Laclos, Sade, Crébillon-Fils, Thérèse philosophe, et donc tous les textes enfin qualifiés de libertins. Et moi, je me suis beaucoup intéressée à ce mouvement-là, et en traduisant, je me suis rendu compte que les difficultés sont de plusieurs ordres. Et là, je parlerai un tout petit peu, mais vraiment brièvement, là, du côté linguistique de la question, parce que ça veut dire que pour traduire le Marquis de Sade, il n'y avait pas de vocabulaire authentique et qui corresponde vraiment là aux notions ou à la pratique même là de ce mouvement philosophique, puisque c'est un mouvement qui ne s'est développé là dans la littérature hongroise et dans la vie, donc dans la réalité même, que plusieurs siècles plus tard, et là aussi dans des cercles très restreints, mais bon, enfin, ça c'est même en France ou même en Italie ou dans d'autres pays, ça a toujours été aristocratique ou très intellectuel ou vraiment dans des limites qu'on peut définir tout à fait. Donc là, je prends un exemple, là par exemple, là, des blasphèmes. Ça veut dire que là, le Marquis de Sade, enfin, c'était quand même un grand athée, enfin, qui avait fait des messes noires et qui avait attaqué la religion sous toutes ses formes aussi. Donc, dans la philosophie, dans le boudoir, enfin, qui est vraiment un ouvrage d'attaque contre tous les préjugés, contre la philosophie des Lumières tout aussi bien que la théologie, les dogmes fondamentaux. Donc, il utilise des blasphèmes, enfin, qui n'ont absolument pas de forme correspondante en hongrois. Donc, que faire là? J'ai essayé de voir, par exemple, dans les monographies sur les jurons, les blasphèmes, enfin, toutes sortes de formules, enfin, qui étaient interdites. Et alors, je me suis trouvée là, confrontée à une réalité qui est à la fois drôle et quand même assez grotesque aussi. Ça veut dire que là, il y a eu par exemple des gens qui ont été exécutés, pendus, ou là au XVIe siècle, pour avoir blasphémé contre Dieu et la Trinité ou contre le Saint-Esprit. Il y a une grande monographie par exemple qui a été faite au début du XXe siècle, mais et dans les procès-verbaux là, des procès qui ont pu aboutir donc à des condamnations à la peine capitale, ni dans les ouvrages enfin, sur le sujet, on ne cite pas les blasphèmes enfin, qui ont constitué là, le centre de l'accusation. En disant il a blasphémé contre le bon Dieu, mais ce n'est pas répété, ce n'est pas cité. Donc, ça veut dire que là, c'était pas comme dans les plaisanteries où on commence, je ne dirai pas que, mais c'est simplement une référence là au fait
d'avoir fait atteinte là, à une interdiction, et puis il y a là les témoins qui ne citent pas eux non plus. Donc j'ai dû construire, fabriquer des blasphèmes, d'ailleurs qui sont passés depuis dans la langue. Donc ça c'est tout à fait curieux. Oui, c'est curieux. Par exemple, pour double Dieu, pour, enfin il y a des jurons même plus méchants que ça, enfin des blasphèmes. Tout à fait, donc foutre Dieu et vraiment des choses atroces là, il n'y avait pas de formule qui convienne. Et donc j'ai fabriqué plusieurs qui sont dans ma traduction, et puis j'ai participé enfin je vais beaucoup au théâtre, et à un certain moment là, j'ai vu une pièce par exemple où on avait cité là ces blasphèmes dans un contexte historique, comme si ça avait existé déjà à l'époque, mais moi je sais que c'est moi enfin, qui l'ai fabriqué de toutes pièces. Donc ceci pour dire et pour exprimer que la traduction c'est comme médiation est à la fois un constat d'impossibilité de passage, parce que là, on doit faire le pont entre une culture qui n'est pas tout à fait la même si les apparences trompeuses peuvent le faire croire, mais donc que pour pratiquer une activité qui est, du point de vue philosophique, impossible, là, on doit créer un langage, exporter, importer, essayer de faire réconcilier là, par exemple, pour faire un effet sur le lecteur qui peut quand même enfin, se faire une image, qu'elle soit tout à fait authentique ou pas, de mouvements ou d'idées ou d'actes, aussi dans certains cas, qu'il ne connaît pas et qui n'existent pas dans sa culture. Et donc c'est extrêmement différent de tout ce qu'on peut penser là sur la traduction en tant que enfin, version authentique de tel ou tel auteur ou de telle ou telle idée. Ça c'est une activité créatrice dont tous les problèmes surgissent là du fait que les cultures dans le fond ne sont pas les mêmes. Et ça enrichit la langue, ça confronte aussi à des réalités ou à des idées qui sont complètement inconnues là dans la culture de la langue qui est le cible, donc la langue ciblée. Donc la culture d'origine et la langue d'origine doivent apporter enfin beaucoup de choses, mais qui sont inexistantes là dans l'autre. Et c'est ainsi que cette activité de passeur ou de passeuse entre des langues et des civilisations, on doit contribuer, et parfois même en fabriquant vraiment, là, en créant un nouveau langage ou des expressions enfin, qui n'avaient pas existé auparavant, pour arriver à faire sentir de quoi il s'agit dans l'original. Eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as pu résumer en quelques mots concernant la troisième question, parce que j'imagine que tu aurais eu encore 1000 choses à nous expliquer au niveau des principes, mais aussi pour illustrer concrètement des situations que tu as rencontrées sur le plan philologique. Et donc, je voudrais donc insister encore une fois sur le fait que tu es, à mes yeux, mais je crois, on l'aura compris aux yeux de tout le monde, vraiment une immense humaniste, une grande passeuse de lumière, puisque tu as utilisé ce mot il y a quelques minutes maintenant. Alors, une savante philologue, bien sûr, mais au-delà de cela, une grande intellectuelle, parce que merci, mais c'est exagéré. Là, tu n'es pas seulement une savante, tu dépasses cela parce que tu t'inscris dans un mouvement social de progrès de la société, véritablement, et même du langage, comme tu viens d'expliquer. Mais je sais que tu es une immense travailleuse aussi, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que derrière tout cela, il y a beaucoup de travail. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais en tout cas, moi je peux l'imaginer très clairement. Et dès le départ, tu n'avais pas choisi la voie de la facilité en prenant comme sujet de maîtrise Proust déjà. Ah
oui. qui est déjà un auteur particulièrement difficile pour les francophones. Alors là, a fortiori, oui. quand on est étudiant de lettres françaises en Hongrie, qui ne devait pas être le sujet le plus facile. Et là, j'imagine que tu as aussi eu des problèmes philologiques qui ont dû se poser avec cette fameuse phrase, ces phrases qui n'en finissent pas, avec des subordonnés, des constructions emboîtées les unes dans les autres, enfin bien connues pour Prusse. Donc, encore une fois, un grand merci. Et voilà, moi, c'est tout profit pour moi-même, d'abord égoïstement, et pour nos auditrices et nos auditeurs, pour moi, un grand profit d'avoir eu ce court séjour ici à Budapest et d'avoir pu, grâce à toi aussi, rencontrer d'autres amis, d'autres intellectuels. Et tu as eu un rôle très important de médiation, justement, entre cultures. Mais moi, quand je suis à Budapest, j'ai l'impression que nous appartenons tous à la même culture et je ne me sens pas tout à fait en étranger, même si, bien entendu, je ne voudrais pas ni gommer évidemment toutes les différences qui sont bien là, mais enfin, il ne faudrait pas les exagérer quand même, ces différences, parce que nous sommes des Européens, et bon, finalement, je veux dire, c'est une langue très différente que les autres grands, que les langues qui appartiennent aux grands groupes linguistiques en Europe. Donc c'est vrai que la Hongrie avec la Finlande et l'Estonie sont des, comment dirais-je, des îlots originaux. Mais c'est ce qui fait aussi la difficulté d'apprendre l'hongrois pour beaucoup de gens, en tout cas, sauf si on y met une énergie particulièrement forte. En tout cas, je te remercie une dernière fois. Voilà. Et alors peut-être à une prochaine fois, lors d'un prochain séjour à Budapest, ou lorsque tu viens toi-même à Bruxelles ou à Paris, et que nous aurons ainsi l'occasion de nous rencontrer. Mais j'espère que par cette interview, nous aurons donc permis de construire des ponts supplémentaires qui permettent quand même de mieux nous connaître, voilà, entre francophones et on dit hongarophone. Hungarophone, tout à fait. Voilà. Mais il s'agissait de préciser justement, de délimiter là, certains côtés et certains aspects, enfin qui ne sont pas évidents. Là, dans ce passage d'une culture à l'autre, mais évidemment dans l'ensemble, on est dans le même univers culturel et littéraire. Je te remercie. Moi aussi.